Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Patrick Riguet, alias Cipressa, et nous revoici de nouveau, comme tous les mardis, pour la traditionnelle revue de marché Ishimoku. Alors, j'ai changé de micro-casque, donc je vais aller regarder vos questions, voir si vous m'entendez bien, si vous voyez bien l'écran avant de démarrer. Bonjour Yannick, bonjour Gérard, merci de votre présence. Laurent, Jean-Marie, Thierry, Daniel. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer, bonjour Jérôme, que vous entendez bien et que vous voyez bien mon écran? Bonjour Laurence, enchanté. Bonjour Serge-Henri, Daniel. Ok, c'est nickel. Tout est ok, donc c'est parfait. Son et images sont ok, donc c'est parfait. Je vais pouvoir commencer. Donc, eh bien déjà, pour commencer, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est merci. Merci puisque vous êtes de plus en plus nombreux à assister non seulement en direct à ces revues de marché, alors qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, etc., et aussi à les regarder ensuite sur YouTube. Donc les gens qui ne peuvent pas assister ici en direct, je les salue, sachant qu'ils vont en regarder ensuite sur YouTube. Et il y a eu plus de 650, je me demande même si on n'est pas arrivé au record de 700 en une semaine vues sur la chaîne YouTube. Donc vraiment c'est très sympa, ça veut dire que bon, le travail que je fais est intéressant. Je crois que Rodolphe Stéphane va être avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est arrivé, peut-être il est sous un autre pseudo. Il m'a téléphoné tout à l'heure pour me dire qu'il assisterait à cette revue de marché. Donc bonjour Rodolphe, si tu es là, et bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure que l'émission démarre. Non, non, je suis pas là, me dit. Je suis bien Rodolphe. Salut Rodolphe, ben, je suis très très content et ravi que tu sois là. Donc avant de commencer, surtout qu'on sait dans quelles conditions tu es là, donc et dans quelle tenue, donc ça c'est d'autant plus excitant. Bon, on le garde pour nous, on va pas dire de bêtises parce qu'après sinon on va se faire disputer. Donc avant de commencer, je suis obligé comme d'habitude de vous montrer ce petit panneau d'avertissement sur les risques, sur le fait que le trading des devises et des CFD comporte un haut niveau de risque. J'ai envie de vous dire comme d'habitude que de toute façon le trading, pas que des devises et des CFD comportent un haut niveau de risque, mais sans money management strict, rigoureux, et sans avoir dompté les émotions, sans jouer, si on joue du levier, de toute façon, c'est très dangereux de faire du trading. Les traders qui gagnent sont les traders qui savent dompter leurs émotions et qui appliquent un money management strict, rigoureux, avec beaucoup de patience, sinon c'est même pas la peine d'essayer de vouloir gagner quoi que ce soit en trading et pas que sur les CFD. Donc pendant que je vous racontais cette petite chose, j'imagine que vous avez lu tout cet avertissement que je vais mettre à jour prochainement. Donc la grande nouveauté, la semaine dernière, on a fait des plans de trading et puis j'ai dit c'est très joli de faire des plans de trading, mais si on n'assure pas le suivi de ces plans de trading, ça ne sert à rien. Donc je vais vous dire que tous les plans de trading que je vous ai proposés, que j'ai analysés, enfin j'ai rien proposé, mais que j'ai montré grâce à l'Ishimoku de la semaine dernière, ont tous été gagnants et ont tous atteint leur objectif, sauf l'euro USD que vous avez sous les yeux en ce moment, qui est en cours. Et sur le blog, je vous ai montré, donc je vais vous remontrer un petit peu le blog avant d'aller dans le sujet. Vous voyez, blog. Tac, revue de marché, et puis si vous cliquez ici, vous verrez que j'ai mis un lien, hein, vous pouvez voir avec les petits ronds que je fais ici, le suivi des plans de trading sur le forum. Et c'est ce que je vais refaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va parler de plans de trading, je vais vous montrer ceux de la semaine dernière rapidement, parce que ça c'est du passé, il faut passer maintenant au présent. J'ai décelé quelques plans qui me semblent être tout à fait possibles d'imaginer, des scénarios, et ensuite je vais aller les écrire sur le forum tel que je l'ai fait la semaine dernière, de façon à ce qu'on puisse vérifier si ça a fonctionné, si ça a gagné, si ça a perdu, parce que parfois on a des plans de trading qui n'atteignent pas l'objectif non plus. Alors on a commencé par l'euro USD, donc l'euro USD c'est très simple. Ce que je dois vous dire aujourd'hui, c'est que d'une part, il me semble que maintenant, si on veut rentrer à la vente sur l'euro USD tel que je l'ai fait, c'est trop tard. Il faut attendre parce qu'on est dans une situation de survente et rentrer à la vente maintenant pour aller chercher l'objectif que je me suis fixé, on court le danger, et même si on est dans le bon sens au niveau de l'analyse, on court le danger de subir un retracement, un repli. Ce ne serait pas du tout anormal qu'il y ait un repli après la petite dégringolade qu'il y a eu toute la semaine. Et à ce moment-là, on pourrait perdre le trade
et ce serait quand même ballot. Il fallait rentrer au bon moment. Le trading, c'est pas qu'une question d'analyse, c'est aussi une question et surtout une question de timing. Et puis j'ai regardé le calendrier économique. Alors j'ai deux calendriers qui se contredisent. Il y en a un qui me dit qu'à 14h30, il y a Monsieur Draghi qui va parler et l'autre à 15h30. Bref, peu importe, on a le temps de vérifier l'heure plus tard, mais quand Draghi parle, ben ça peut partir dans tous les sens. Je ne sais pas s'il va parler de la politique monétaire, je ne sais pas quel est le sujet de son discours aujourd'hui, mais en tout cas, c'est très compliqué de garder une position. Donc, il n'est pas impossible que je sorte sans avoir atteint l'objectif. Ça m'embête parce que quand on fait ça, on ne respecte pas le ratio. Et vous savez l'importance qu'a pour moi le ratio. Si on ne respecte pas de ratio, on ne peut pas finir par gagner en trading parce que le ratio nous permet d'être mauvais. C'est-à-dire qu'il nous permet, si on a un ratio minimal de 2,1, de perdre plus souvent de trades qu'on en gagne tout en gagnant de l'argent. Alors que si on n'a pas de ratio, on ne respecte pas le ratio, même si on a un taux de réussite élevé, mais qu'on sort toujours avec de grosses pertes et on sort avec de petits gains, et bien à l'arrivée, on perd. Vous savez, j'ai écrit un article là-dessus pour le démontrer. Mais avec Mario Draghi à 15h30, je ne pense pas qu'on va aller chercher mon objectif des 1,05. Donc je pense que je vais sortir de position parce que je suis un trader, j'essaye de dompter mes émotions, mais la différence entre un trader et un analyste, c'est la peur. L'analyste, il dit, il a peur de rien, il n'est pas en position, il joue pas d'argent. Moi, j'ai peur de perdre de l'argent, ou j'ai peur de retracer les 140 points que j'ai accumulés en une semaine. Donc je pense que je vais sortir de position et je n'aurai rien à dire sur l'euro USD d'ici à demain, étant donné que maintenant c'est trop tard pour rentrer à la vente et je ne pense pas que ce soit très pertinent ici et maintenant d'entrer à l'achat. Donc vous avez vu, le plan était le suivant, souvenez-vous, nous étions ici au-dessus mardi dernier, juste en train de travailler la droite de tendance qui est ici, et j'avais dit, si jamais on dépasse cette ligne en pointillé, c'est-à-dire que les prix repartent après avoir tapé la droite de tendance ici, ils repartent, ils clôturent sur des unités de temps intraday, c'est-à-dire H4, H1, ils reclôturent sous la Kijun-sen, qui est le niveau de 50% de retracement de toute cette baisse. Je rentrerai à la vente pour viser les 1,05. Donc j'ai tenu la position toute la semaine, même le week-end. Maintenant, on stagne sur les 1,0550, ça ne baisse plus. Il y a même des traders qui nous annoncent un possible support d'importance sur ce niveau-là. Et j'ai même vu des gens connus qui veulent entrer à l'achat swing sur ce niveau. Donc ce que moi, je ne ferai pas du tout. Mais force est de constater que ce niveau des 1,0550, en attendant M. Draghi, il tient. Il n'est pas non plus extraordinaire, mais vous voyez, on dessine des petits dojis, des marteaux. Là, ici, on est à nouveau en train d'essayer de le franchir et regardez comme les volumes augmentent à chaque fois qu'on arrive sur ce niveau. Les traders essayent de le défendre. Bon, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 1,0680, c'est-à-dire la borne haute de ce range, puisque ici on va regarder sur du 15 minutes, vous allez constater que nous sommes dans un range, le nuage Ichimoku s'est mis à plat, il twiste sans arrêt, donc lorsque le nuage Ichimoku se met à plat avec une succession de twists, nous savons immédiatement que nous sommes dans un range que nous pouvons matérialiser par ce rectangle. Donc ici il y a une tentative de, c'est un nouveau mot, pour abréger, la tentative de cassure, donc une tentative de cassure, puis finalement on remonte, il ne faudrait pas dépasser la borne haute de ce range, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas les prix casser sans sortir s'ils cassent ici par le haut, et je vais très probablement sortir de position de toute façon, quoi qu'il arrive avant le discours de M. Draghi, et tant pis si je ne respecte pas le ratio. Si cet après-midi, après Draghi, je disais que j'avais rien à dire, mais je peux quand même en parler un petit peu, on venait à casser ce range et après un nouveau pullback sur les lignes de l'Ichimoku qui vont redescendre, donc pour les gens qui viennent ici pour la première fois, je rappelle que ces revues de marché ne sont pas destinées à vous apprendre à utiliser l'Ichimoku, je ne donne pas des cours d'Ichimoku, pour cela il y a le forum, il y a le blog avec une multitude de tutos gratuits et aussi ma formation payante. Il faut soit déjà savoir utiliser l'Ichimoku pour suivre ces revues de marché, soit peut-être qu'on ne comprend pas tout, mais que ça donne envie d'en savoir un peu plus. Mais je n'ai pas le temps, lors de ces revues de marché, d'expliquer le fonctionnement de l'Ichimoku, notamment ce que j'explique sur le nuage à plat avec les twists. Donc voilà pour l'euro USD. Si on vient à casser ce range par le bas, suite à de nouveaux pullbacks, je pense qu'il ne sera peut-être pas impossible de reprendre des ventes, mais attention, parce que sur les unités de temps légèrement supérieures, on a un écart, vous voyez, entre la Kijun-sen et la Tenkan-sen qui est trop important. Cet écart nous indique que nous sommes dans une situation de survente
il faut quand même faire attention à cette survente, et si on bascule en daily, c'est d'autant plus flagrant, puisque vous savez qu'une des particularités de la Tenkan-sen, la ligne rouge qui est ici, est non seulement un niveau de support résistance au niveau des plats et ici et maintenant au niveau des prix, mais c'est aussi un excellent indicateur de survente sur achat, beaucoup plus puissant que le sont les oscillateurs. Mais ici, vous voyez, le stochastique que j'ai en bas de l'écran nous raconte exactement la même chose. La Tenkan-sen a pour vocation de coller au prix, et à chaque fois que les prix s'éloignent trop de la Tenkan-sen, soit ils rentrent en range pour que celle-ci puisse rejoindre les prix, soit nous avons un retracement, comme on peut le voir ici, vous voyez, on s'éloigne fortement de la Tenkan-sen, et les prix remontent de façon à ce que la Tenkan-sen puisse coller au prix. Donc lorsque les prix, nous avons ici plusieurs jours d'affilée de baisse, lorsque les prix s'éloignent trop fortement de la Tenkan-sen, on peut s'attendre à un repli. Donc s'il n'y avait pas Mario Draghi, je n'aurais pas peur, je subirais le repli, il n'y a aucun problème. On peut tout à fait imaginer que les prix retracent à nouveau sur la Kijun, voire monter ici. C'est normal, ça respire. Après 4 jours de baisse, il faut bien que ça respire. Mais avec Draghi, non seulement ça peut se replier, mais ça peut repartir complètement bouffer le petit bénéfice que j'ai eu la patience d'attendre pendant pratiquement une semaine. Ici, nous avons un drapeau baissier, au niveau des chandeliers japonais, nous avons ici un drapeau baissier. A priori, si ça casse par le bas, c'est pour continuer à aller chercher la droite de tendance que nous avions tracée ici. Vous voyez, on pourrait la tracer ici, et notamment les 1,05 et le bas du range dont nous parlions la semaine dernière. Mais avec Draghi, il est probable d'attendre, de sortir et de ne plus rien faire. AUD-USD, nous avions deux plans sur la USD, souvenez-vous, j'avais montré ce range, et puis en montant sur les unités de temps supérieures, nous avions décelé un range beaucoup plus grand, et nous avions vu que la borne basse du range jaune qui est ici, du rectangle jaune qui est ici, n'était ni plus ni moins que la zone d'équilibre de du grand rectangle, de la grande dérive latérale que l'on peut observer sur les unités de temps supérieures. Donc pour ne pas perdre de temps, je ne vais pas le remontrer. J'avais dit qu'il y avait deux possibilités. J'avais un plan d'achat ici sur la borne basse de la zone d'équilibre du grand range qui comporte le jaune et le bleu. Et j'avais dit qu'en cas de chandelier de retournement, j'envisageais d'acheter pour pouvoir aller chercher la zone d'équilibre du range jaune, la borne opposée du range, c'est-à-dire le point 2 qui est ici. Nous avons bien eu un chandelier de retournement, on peut considérer que c'est un marteau même si la taille du corps du chandelier devrait être légèrement plus petite. Ce qui importe, c'est pas que les chandeliers japonais ressemblent exactement à ce que l'on lit dans les bouquins, mais comprendre l'aspect psychologie de masse que nous donnent les chandeliers japonais. Donc nous avons bien eu ici notre ressaut, c'est-à-dire la mèche basse sous la borne basse du range. Il a donc bien été possible d'acheter soit directement en clôture ici, soit avec le chandelier qui est ici. Moi je l'avais fait ici, et nous avons parfaitement bien atteint l'objectif numéro 1. Et on s'aperçoit, c'est ce que j'apprends aussi dans la formation, que lorsque les prix arrivent sur la zone d'équilibre du range, il faut attendre de voir ce que les chandeliers vont dessiner, et en cas de chandelle de retournement sur la zone d'équilibre, il est prudent de prendre nos bénéfices. En cas de chandelle de continuation sur la zone d'équilibre, on peut continuer pour aller chercher la borne opposée du range. La zone d'équilibre peut provoquer des rotations partielles dans le range, qui nous indique d'ailleurs dans quel sens ça risque de casser, ce qui est exactement ce qui est en train de se passer ici. Donc tout cela, vous le savez déjà, je l'ai expliqué maintes et maintes fois, et c'est parfaitement bien expliqué dans la formation. Donc on voit bien qu'ici, on a une multitude d'étoiles et de chandeliers. Ici, on a même une étoile du soir. Les trois chandeliers ici constituent une étoile du soir. Et puis, on a des soulèvements, une succession de soulèvements qui nous indiquent que la probabilité pour qu'on ne réussisse pas à casser ici la zone d'équilibre est importante, et qu'il est donc prudent de prendre les bénéfices sur notre objectif numéro 1 qui a été atteint. Mais j'avais un deuxième scénario qui d'ailleurs avait ma préférence, qui était celui de la cassure du range ici, puisque si on est parti depuis la borne haute tout à fait en haut, là où je fais des petits ronds, la logique, puisque c'est une question de logique, le trading, le marché c'est très très bête, et ça agit selon des critères qui sont très basiques. Donc quand on va taper la borne haute de ce range, la logique veut qu'on aille chercher la borne opposée du range, jusqu'à ce que ça sorte dans un sens ou dans l'autre. Donc nous avons bien eu ici une chute, une belle chute, un retracement qui nous amène ici sur notre objectif numéro 1 qu'on a pu encaisser, et ensuite nous avions un deuxième scénario qui était de trader en cas de cassure ici pour aller chercher le point bas à 0,75.
Donc 0,75 me semble en intraday un point que l'on pourrait utiliser. C'est donc un plan de trading que je décèle ici, que je vais noter sur le forum. Vous voyez que suite à la dégringolade des prix, nous sommes ici maintenant en survente, puisque les prix s'éloignent trop fortement de la Tenkan-sen. On ne vend jamais une accélération haussière ou baissière pour les raisons que je viens d'expliquer tout à l'heure, puisque sinon on peut subir le retracement pour finalement voir les prix aller dans le sens de notre analyse, et c'est un petit peu dommage. C'est de la précipitation. Les traders débutants se disent « Oh là là, ça baisse, tout le monde est en train de gagner de l'argent sauf moi », donc ils rentrent précipitamment à la vente, et c'est à ce moment-là que les prix retracent pour finalement venir chercher l'objectif. Ce qu'il faut observer, c'est que les lignes de l'Ishimoku sont en train de descendre, c'est mathématique, et que la probabilité pour que la Kijun-sen qui se trouve ici vienne se coucher sur la borne basse, sur la zone d'équilibre, donc la borne basse du rectangle jaune et la zone d'équilibre du rectangle général, jaune et bleu, est très importante. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, si les prix reviennent se replier sur la Kijun-sen qui est ici et dessinent des chandeliers de retournement, il sera possible, selon moi, d'établir que la probabilité pour que les prix retracent ici sur ce niveau d'équilibre pour venir chercher la borne basse est importante, donc j'envisagerai de prendre une vente sur ce niveau. On peut aussi observer ce qui se passe en H1, puisque bien évidemment il faut toujours faire cela en clôture, c'est la raison, je vous ai déjà expliqué pourquoi j'étais contre les OC, les ordres conditionnels, puisqu'ils ne tiennent pas compte des clôtures des chandeliers, et admettons, revenons sur notre H4 qui est ici, pour bien vous expliquer cela. Les personnes, par exemple, qui vont envisager qu'il puisse y avoir un repli ici, ils vont peut-être mettre un ordre conditionnel ici, mais finalement, peut-être que cet ordre conditionnel sera exécuté et que les prix vont casser la zone d'équilibre. S'ils cassent la zone d'équilibre, le plan est annulé. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours attendre les clôtures de chandelier pour pouvoir agir de la sorte. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Sur H1, on peut aussi observer ici la tendance à l'intérieur du range, puisque vous savez que dans un range, il y a toujours des tendances. La tendance descendante qui nous conduit de la borne basse haute du range vers la borne haute, et puis réciproquement, quand on est en bas, la tendance montante qui nous conduit d'une borne à l'autre du range, comme nous allons pouvoir l'observer sur le DAX tout à l'heure. Donc ici, nous avons une cassure, c'est plutôt positif, mais enfin, on va enlever la borne basse qui est ici. Et regardez, si les prix reviennent retracer ici sur la Kijun H1, moi, je pense qu'il est préférable d'attendre qu'il retrace sur la Kijun H4 qui va fatalement venir se coucher sur ce niveau. Souvenez-vous de ce que je vous dis, sauf s'il y avait une panique baissière qui conduirait à faire baisser davantage la Kijun, puisque ce niveau de retracement de 50%, puisqu'on sait que le plat Kijun est égal au niveau de retracement de 50% Fibonacci, correspondrait au même niveau que à la borne haute de ce canal, à la trend qu'on vient de dessiner ici. Et vous savez que lorsqu'une Kijun-sen, comme vous pouvez l'observer ici, s'entrelace à l'intérieur d'une droite de tendance, c'est souvent très puissant, c'est souvent très fort, et la probabilité de réussite est augmentée, puisqu'on n'a pas de certitude en trading, on n'a que des probabilités. Donc si les prix retracent sur la Kijun H4 qui se couche sur ce niveau, on pourra placer éventuellement, je ne donne pas de signaux, je dis ce que je fais, c'est tout à fait différent, c'est une sorte de formation continue à l'Ishimoku, on pourra placer notre stop au-dessus de la droite de tendance, on aura fatalement un bon ratio, si on place le stop ici, on entre ici s'il y a des chandeliers de retournement en clôture pour aller chercher les 0,75 qui correspondent à la borne basse de ce rectangle. Donc voici un plan de trading pour l'AUD USD. Donc je viendrai à vos questions par la suite. On va passer maintenant à USD Yen parce que USD Yen va montrer qu'on a réussi notre plan de trading, il a fonctionné, le plan de trading que l'on a donné la semaine dernière, et je décèle aussi un nouveau plan de trading grâce au nuage Ishimoku qui me donne une information immédiate et qui me permet de savoir avant tous les autres traders que la probabilité de rentrer en range, en dérive latérale, est forte et que je n'ai même pas besoin d'attendre qu'il y ait plusieurs allers-retours grâce au nuage Ishimoku pour savoir que la probabilité de range est importante. Donc nous avions vu que sur le mensuel, toutes les extensions de plat SSB, je vais quand même vous le remontrer rapidement, depuis des années, vous voyez, on a tracé toutes les extensions de plat SSB, sont des niveaux chirurgicaux de support-résistance, comme on peut l'observer, les prix travaillent au pip près tous ces niveaux de SSB mensuels. Donc c'est pas très compliqué. Il suffit ensuite, alors même si là on n'est pas véritablement allé chercher les 110, on s'est arrêté à 110,15, mais enfin on peut prendre le risque de rentrer avant les 110. Vous vous souvenez, mardi dernier, j'étais en position devant vous sur ce niveau des 110 et je visais le retracement sur l'ancienne borne basse du range qui est ici.
un petit peu, un petit peu en dessous, c'était 111,75. 111,75 était notre objectif. Et j'avais un stop sous les 109,80 me semble-t-il. Donc moi je suis sorti avant parce que j'ai eu peur, mais ceci dit, le plan a parfaitement bien fonctionné, vous vous en souvenez, on a bien atteint les 111,75, donc le plan de trading a parfaitement bien fonctionné. Donc c'était encore un plan qui a réussi, c'est pas tous les jours, il faut en profiter parce que avoir 4 plans de trading et voir les 4 plans de trading réussir, c'est quand même assez exceptionnel et ça ne se produit pas à chaque fois. Soit les plans de trading ne se déclenchent pas, soit ils n'atteignent pas leurs objectifs, soit on peut perdre le trade, mais si on les perd, c'est pas très grave, puisque nous avons un bon ratio et un bon money management. Donc vous savez que lorsqu'après une phase tendancielle comme celle que l'on peut observer avec le nuage ici qui est baissier, lorsque le nuage twist, la probabilité pour que le marché rentre en range est très forte. Et que grâce à cette information que nous obtenons immédiatement et très visuellement grâce à l'Ishimoku, on n'a pas besoin, comme je le disais, comme les autres traders, d'attendre plusieurs points de contact pour savoir qu'on est en range. On peut établir que la probabilité de range est très très forte. Donc je pense que la probabilité de range est ici aussi très très forte. Il faut voir avec les statistiques, etc. Donc on a tapé l'éventuel point haut ici. Donc selon moi, la probabilité pour qu'on revienne chercher 110,15 ici est très très forte. Je ne vois pas pourquoi le marché n'irait pas jusqu'à la borne basse du range, puisque le marché il est bébête, hein, comme je vous disais. C'est une question de psychologie de masse. Donc tous les traders voient qu'il y a un support ici, donc la probabilité d'aller chercher le support est forte. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Et donc là, rebelote, vous savez que moi, l'USD Yen, je ne le vends pas. Je me refuse de vendre une paire qui est manipulée par une banque centrale qui fait absolument tout pour affaiblir sa monnaie. Donc même si il y a des signaux de vente, je ne les prends pas. Donc c'est exactement la même chose. Sur la borne basse ici, si jamais nous assistons à des chandeliers de retournement, comme par exemple l'avalement qui est ici, mais ça peut être un marteau, ça peut être un doji, ça peut être une étoile du matin, ça peut être je ne sais quoi, encore une pénétrante, ça va plaire à Rod. Si on a des chandeliers de retournement dans ce genre, en clôture, je vais envisager de nouveau, donc ça dépend, pas pendant une statistique, pas juste avant, pas le vendredi après-midi, il faut que les conditions soient réunies, je vais envisager de nouveau d'acheter ici, avec un stop de nouveau au niveau des 109,85, un truc dans le genre, pour viser de nouveau la borne haute du range, et je ferai très attention quand on arrivera sur la zone d'équilibre, puisque vous savez que la zone d'équilibre est toujours une zone très travaillée sur laquelle il faut observer les chandeliers. Donc là, on peut considérer qu'on avait des chandeliers de retournement, mais en réalité, c'est un drapeau, c'est un fanion, donc tant qu'on ne sort pas du fanion, il n'y a aucune raison de sortir. Donc tout ça est parfaitement bien expliqué aussi dans les tutos, la formation, etc. Donc voici le deuxième plan de trading. J'en ai un sur l'AUD-USD, j'en ai un sur l'USD-Yen, qui consiste à acheter la borne basse du range à condition d'avoir des chandeliers de retournement en clôture sur le H4, ou un ressaut, ou éventuellement pour ne pas avoir à attendre la clôture H4, parce que ça va très vite souvent avec l'USD Yen, et si on attend la clôture, on peut très bien avoir un chandelier, hop, comme ça. Bon, j'abuse un peu, mais on le voit très facilement avec l'USD Yen, et à partir de ce moment-là, on a un magnifique avalement, on ne peut plus rentrer, puisque si on entre ici, qu'on met le stop ici, et qu'on vise en haut, on n'a plus le ratio. Et si on n'a pas un ratio minimal de 2 pour 1, vous savez que je n'entre pas en position, puisque je sais qu'à la longue, c'est ça qui me fait gagner de l'argent, ou qui m'évite d'en perdre sur les marchés. Donc, pour éviter cela, on peut anticiper, j'envisagerais d'anticiper peut-être sur le H1, voire même sur le 15 minutes. En clôture H1, avant des statistiques, pas juste au moment de l'ouverture de Wall Street non plus, qui est une zone de turbulence, un moment de turbulence dans la journée, j'envisagerais donc d'acheter ici sur le H1 avec des chandeliers de retournement, un stop en dessous, on vise en haut, on perd, on gagne, c'est super. Si on perd, c'est pas très grave, puisque de toute façon, on perd 1, et si on gagne, si c'est pas aujourd'hui, ça sera une autre fois, et dans ce genre de configuration, on gagne 3, voire 4, voire 5, donc de toute façon, on peut se permettre de subir quelques pertes avec ce genre de façon de trader les ranges. Euro-yen, donc euro-yen, alors par contre si l'USD-yen monte, je ne vais pas vendre l'euro-yen, mais envisageons qu'avec Draghi ou je ne sais pas quoi, si l'USD-yen se met à chuter, je décèle un plan de trading sur l'euro-yen, mais qui n'aura pas ma préférence, puisque je ne vais pas trader deux paires en yen, parce qu'a priori si j'en perds une, je perds les deux. Mais ceci dit, je vois une opportunité de trading, donc je vous en parle, mais l'USD-yen aura ma préférence, et je ne vais pas rentrer non plus sur euro-yen tant que je suis sur euro-USD. Ce serait pas logique, ce serait idiot de trader deux paires avec la même composante à l'intérieur. Encore une fois, nous avons ici une phase tendancielle, nous voyons que le nuage ici a twisté, et grâce à ce twist, il est possible de tracer un range. Donc sur d'autres unités de temps, le range est plus flagrant. Donc,
Ici et maintenant, c'est trop tard pour entrer en position. C'est exactement pareil que pour l'euro USD. C'est parti, ça fait 4 semaines que ça descend. On est dans une configuration de survente sur le daily et même ça commence à l'être sur, comment dirais-je, l'euro-yen. Donc c'est beaucoup trop tard. Mais dans la semaine, parce que c'est ça le trading. Le trading, c'est pas vouloir trader ici et maintenant. C'est préparer des plans et avoir la patience qui s'exécute, tel qu'on vient de le voir avec les plans de la semaine dernière. Et on n'a pas fini, il faut qu'on voit le DAX aussi. Donc quand les prix sur les unités de temps inférieures, donc on va basculer maintenant sur le H4. Alors je dis quand les prix vont, mais si les prix vont. Voilà. Une fois qu'on aura franchi la SSA que l'on a vu sur le graphique hebdomadaire, lorsque les prix auront cassé les 115,34, alors là les gens des fois me disent non mais attends on est à 200 pips, ça n'a aucun intérêt. Mais vous savez ça peut aller très très vite. Hein. Ce plan même si on ne l'exécute pas cette semaine, on peut le garder en tête pour l'exécuter la semaine prochaine. C'est ça le trading, c'est garder des graphiques et des plans en tête, comme je vais vous le montrer avec le DAX après. Si les prix viennent à casser les niveaux des 115,43, après pullback, lorsque les lignes de l'Ishimoku seront redescendues pour nous donner des niveaux de support et se seront aplaties, toujours avec la technique de l'utilisation des chandeliers japonais, on peut envisager une vente pour aller chercher 1, les 112,79 et 2, le bas du rectangle weekly, c'est-à-dire les 110,50. Donc je vous remontre le graphique hebdomadaire pour vous montrer à quoi correspondent ces zones. Donc cette zone correspond au plat SSA qui est ici, et on voit bien que cette zone est une zone de support-résistance qui a été travaillée par le passé par les prix, donc on ne peut pas la négliger, il faut absolument franchir cet obstacle, attendre un pullback. La deuxième zone de support, c'est tout simplement l'action des prix, ici, hein, la zone des prix qui est ici, et troisièmement, là j'ai été un petit peu trop optimiste, nous avons le bas de la dérive latérale. Si les prix franchissent cette zone, peut-être qu'il va y avoir un moment de range, des moments de repli, mais tel que je vous l'expliquais tout à l'heure, le marché c'est très con, et donc il n'y a pas de raison, si les prix sont ici, qu'ils n'aillent pas chercher le bas du range qui est ici, exactement comme ça s'est passé avec le DAX. Donc j'affinerai tout ça, je mettrai sur le blog exactement le plan de trading, je dirai comment, pourquoi, mais voici un troisième plan de trading. Et j'ai décelé encore un quatrième plan de trading, alors encore une fois sur les paires en yens. Les paires en yens ne délivrent pas toujours des signaux, mais quand elles en délivrent, c'est souvent très bon à prendre. Donc nous avons ici une dérive latérale sur le H1 qui a été cassée cette nuit, là à 4 heures du matin, ça a été cassé. Et regardez, comme je vous l'expliquais, je ne sais plus sur quelle paire tout à l'heure, très souvent lorsque les prix cassent un range, la Kijun vient fatalement se coucher sur la borne basse de ce range, nous propose un niveau de 50% de retracement de Fibonacci. Vous voyez, si on trace ici, paf, on voit bien qu'au pic près, on est sur le niveau de 50% de retracement de Fibonacci. La Kijun plate est toujours égale à 50% de retracement de Fibonacci. Et donc, il est fortement probable que les prix se replient au minimum sur le 38,2, mais ça ne m'intéresse pas, c'est pas suffisamment fort comme résistance, et très probablement sur le niveau de 50% de Fibonacci, la Kijun ici. Et si nous avons des chandeliers de retournement sur l'unité de temps H1 et 15 minutes, on peut envisager de vendre pour aller chercher les 76,46. Alors, pourquoi les 76,46? Je ne devrais pas dire on peut envisager de vendre, je devrais dire je peux envisager de vendre, puisque vous savez que je ne suis pas là pour donner des signaux. Encore une fois, c'est une question de logique absolue. Un trader Ishimoku, la première chose qu'il fait lorsqu'il regarde un graphique Ishimoku, c'est l'observation du nuage. Soit on est en tendance, soit, comme dans 70% du temps, on est en dérive latérale. Nous avons ici un magnifique twist, le nuage rentre, se met à plat, il twist, donc nous pouvons déterminer avant tout le monde une forte probabilité de range qui ressemblerait à quelque chose comme ça, avec la zone d'équilibre du range ici, la SSB. Si vous avez un doute, vous prenez votre outil Fibonacci, vous prenez les plus hauts, vous mettez le niveau de 50%, ouais, là ça va pas, alors il faut le prendre dans l'autre sens, il faut le prendre ici, vous mettez le niveau de 50% sur la SSB et ça vous donne pile poil la hauteur de votre rectangle. C'est pas compliqué, c'est même très très simple. On peut aussi voir qu'ici nous avons une ligne qui n'est pas une ligne de tendance, qui n'est tout simplement qu'une ligne de tendance à l'intérieur de l'ancien range, mais en tout cas les prix butent sur cette ligne, donc on peut en tenir compte, elle passe ici. Et regardez, le trait noir que j'ai dessiné sur le H1 n'est rien d'autre, on va le bouger, n'est rien d'autre que cette zone d'équilibre. Et cette zone d'équilibre devrait faire réagir les prix dans le sens où, encore une fois, nous avons une accélération, une panique baissière ici, qui éloigne très fortement les prix de la Tenkan-sen, donc une situation de survente. L'élastique est extrêmement tendu et ça ne tiendra pas comme ça. D'ailleurs, c'est exactement ce que nous disent aussi les stochastiques. D'accord ?
Donc on peut envisager deux possibilités ici. Je rebascule sur le H1 pour vous remontrer le plan. Voilà. Là, c'est donc l'objectif, mais je doute qu'on atteigne l'objectif comme ça, bille en tête, hein, puisque nous sommes dans une situation de survente. Si nous avons un repli ici au niveau de la Kijun, peut-être envisager de vendre ici avec un stop au-dessus pour aller chercher la zone d'équilibre du range weekly, ce qui me semble tout à fait probable. Mais bien évidemment, il faut le faire en clôture et pas pendant une période de statistique. Donc voici le quatrième plan de trading que je décèle, dont 3 plans sur les paires en yens, et celui qui a ma préférence sur les paires en yens, c'est toujours l'USD yen. Donc on va regarder le DAX. Alors pour vous montrer le DAX, je vais basculer sur un graphique TradingView. Ensuite, je vais venir voir si vous avez des questions. Ok, je vois que vous êtes toujours là. Ouf, parce que des fois, on ne sait jamais. Donc, j'ai écrit sur le blog, j'ai écrit partout. Alors attendez, je vais vous remontrer où est-ce que c'est. Laissez-moi 30 secondes. Vous voyez, TradingView, c'est sympa parce qu'on peut aussi, donc là c'est un autre graphique TradingView, on peut aussi écrire des plans de trading sur TradingView. Et j'avais expliqué la semaine dernière que nous avions une cible à 12 390, me semble-t-il, je vais vous remontrer pourquoi, qu'il y avait un drapeau, qu'en cas de cassure de ce drapeau, ou voire même de repli sur la Kijun, il était possible de prendre appui dessus pour acheter et aller chercher les 12 390, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Donc vous voyez, il y a 5 jours, j'ai écrit ça, on peut le vérifier ici, et j'en avais parlé mardi dernier, et je l'ai reprécisé ici avec ce plan, cette publication d'idées que l'on peut faire sur l'outil TradingView. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, il y avait la cible ici, bon, on ne l'a pas atteinte à 2 ou 3 points près, veuillez m'en excuser. Et donc, nous avions ici une ligne de résistance sur les 12 170, puis une accélération haussière, puis nous avions décelé ce drapeau, donc on peut imaginer qu'ici, si on se met en H4, ça c'est le mât, et nous avions ici ce drapeau chartiste, et j'avais dit en cas de cassure du drapeau, après repli, donc là ça a été complètement parfait, hein. Après repli, alors ça s'est fait à 8 heures du matin, en général j'aime pas trop rentrer à 8 heures du matin, mais je l'ai fait, mais j'ai pas tenu la position jusqu'au bout, parce qu'après j'ai lu des analyses des copains qui m'ont fait peur, qui m'ont montré d'autres choses, et je suis sorti, encore une fois, j'ai été un excellent analyste, et je n'ai pas été un très bon trader, dans le sens où je n'ai pas tenu mon plan, j'ai encaissé quelques points et je suis sorti, c'est un peu dommage, je l'ai regretté après, mais enfin une fois que c'est fait, et ça m'a aussi servi de leçon, quand j'ai un plan, j'ai un bon ratio, j'ai un super money management, il n'y a aucune raison que j'ai peur, je dois tenir mes positions. Donc nous avons bien eu un repli sur la Kijun, qui était le plan numéro 2 après la cassure du drapeau, et ce repli sur la Kijun nous a donné un formidable signal d'achat pour aller chercher les 12 390 points. Et croyez-moi, il faut avoir un petit peu de courage pour tenir ce genre de position quand sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux, tout le monde veut absolument vendre et on a l'impression d'être un petit peu un dingo. Mais alors, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi nous avons eu ce plan de trading. C'est ce que je vous expliquais mardi dernier, puisque ça peut vous être utile. On retombe sur ce que je disais tout à l'heure. Le marché, c'est très très bête et ça suit une logique de base. Donc nous étions, souvenez-vous la semaine dernière, je vais dire au pif, nous étions quelque part par là, quand j'ai décelé ce plan de trading, et nous avions constaté que les prix étaient dans une dérive latérale. Voilà. Les prix étaient dans une dérive latérale sur le graphique hebdomadaire, qui va donc des 12 395 points jusqu'à 9 060 points. Donc les prix sont descendus. Alors les autres traders ne savent pas vraiment que c'est une dérive latérale, puisqu'ils n'utilisent pas cet outil visuel qu'est l'Ishimoku, qui nous délivre cette information dès que le nuage est à plat et qu'il twiste sans arrêt. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs points de contact pour savoir que la probabilité de faire du range est très forte. Il ne faut pas l'oublier. Donc les prix sont descendus ici, ils sont venus chercher la borne basse du range, ils remontent, ils dépassent la zone d'équilibre, ils se trouvent ici, aux alentours des 12 000 points, on va dire, des 11 000, voilà, je ne sais plus combien, 12 000 points, 11 990. Franchement, c'est d'une logique implacable que d'imaginer que la probabilité d'aller chercher le haut du range est très 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 forte. Je ne vois pas pourquoi les prix s'arrêteraient au milieu de nulle part alors qu'ils ont fait tout ce chemin déjà. Ils ont franchi la zone d'équilibre. Regardez la bataille qu'il y a eu ici sur la zone d'équilibre. Avec ce magnifique Marubozu,
Ils franchissent toute une série d'obstacles. Ils ont même ici franchi le niveau des 11 900 points, qui était une résistance à l'intérieur du range. Une fois que le niveau des 11 900 points est dépassé, la probabilité est extrême, même s'il n'y a jamais de certitude et que ça aurait pu ne pas se passer comme ça, la probabilité est extrême pour que le marché aille chercher le dernier point haut de la borne latérale qui est ici. Donc c'est tout simplement ce que l'on a visé, et ça a parfaitement bien fonctionné. Donc ça faisait partie des plans de trading que nous avons eus. Donc je ne sais plus où est-ce que c'était. Voilà, il y a eu un petit gap baissier là le matin. Donc ça c'était tout à fait intéressant. Regardez, les prix se sont arrêtés pile poil sur le niveau de Kijun-sen. C'était un magnifique signal d'achat. Ici, pof, on pouvait coller le stop sous le niveau des 12 180 points, le support qui était ici, et on avait un magnifique ratio pour aller chercher les 11 392 points au pip près sur la borne haute du range. Donc maintenant vous allez me dire, bon c'est super, bravo, le plan a fonctionné, donc ici et maintenant on fait quoi? Alors ici et maintenant, moi j'aurais tendance à dire que déjà on va attendre Draghi. On a le NFP vendredi et comme je le dis depuis toujours, c'est extrêmement tendu, l'élastique est extrêmement tendu, c'est haussier, il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit haussier. Je pense qu'il est tout à fait prématuré de vendre quoi que ce soit. Je vous le montrais la dernière fois, donc on prend notre maître étalon qui est le SP500, sans lequel il n'est pas possible selon moi d'analyser le DAX. Et on voit bien que la tendance est totalement haussière, que l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est excessif. C'est totalement excessif, hein. Donc là de toute façon on est dans une situation qui n'est pas tenable dans le temps, mais quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, c'est extrêmement haussier, et les prix n'ont même pas réussi à franchir la Tenkan-sen qui est le premier niveau de support de l'Ishimoku, mais ne sont même pas venus titiller le faible niveau de 23,6, de 23% de retracement. Donc tant qu'on n'est pas passé sous le niveau de 23% de retracement, moi je ne vois pas de signal de vente à moyen ou à long terme. Moi je pense qu'il faudrait au minimum casser les 23,6, puisque nous savons que comme le marché il est concon, comme on vient de le voir, et que c'est une question de psychologie de masse, si on casse les 23,6 de retracement Fibonacci, en général, le marché va chercher le niveau suivant de Fibonacci. Donc ce n'est que lorsque l'on a cassé les 23,6 de Fibonacci sur des unités de temps inférieures, en s'appuyant sur les lignes de l'Ishimoku, nous pourrons éventuellement envisager de vendre contre la tendance pour trader le retracement sur 38,2. Si on atteint les 38,2, il faut imaginer un rebond et peut-être même un retest des 23,6 pour finalement casser les 38,2 et aller chercher le niveau de 50% de Fibonacci qui, encore une fois, je le montre, est égal au plat Kijun qui est ici. Mais tant qu'on n'a pas franchi ça, c'est même pas la peine d'envisager. Je ne vois pas l'intérêt de faire du trading casino pour se dire, tiens, c'est le point haut, c'est le point haut, je vais gagner des millions, puisque les gens qui tradent le point haut ici, qui vendent le point haut ici, ben, ils se font à croquer à chaque fois, regardez, ils se font systématiquement croquer. Alors vous verrez, bien sûr, comme je le dis toujours, le jour où on dégringolera, tout le monde dira, vous voyez, je vous l'avais dit, mais ils ne nous diront pas que ça fait des années, des mois et des mois et des mois qu'ils prennent des stops en essayant de vendre le point haut. Tel est mon point de vue. Après, vous savez aussi que l'on peut tracer les extensions de Fibonacci, vous irez voir sur le forum, dans la file SP500, on a tracé des extensions de Fibonacci il y a 1 an, et il nous donne des cibles qui sont des niveaux absolument chirurgicaux pour viser, voilà. Sauf que moi, si je n'ai pas de stop garanti, comme le proposent certains brokers, l'élastique est tellement tendu qu'il est hors de question d'entrer à l'achat en swing, parce qu'à tout moment, effectivement, il peut y avoir un flash crack, une dégringolade, ou des choses qui feront que peut-être que nos stops ne seront pas exécutés. Donc je veux bien trader en intraday, tel que je l'ai fait la semaine dernière, mais hors de question d'entrer swing à l'achat, ni même à la vente, c'est trop tendu. C'est trop, la situation est trop anormale, même si c'est pas une raison de vendre, pour se permettre sans stop garanti de... Non, donc le DAX, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est le reflet du SP500, il est haussier, il a tapé la borne haute de ce range, donc ici il n'y a rien à faire, hein. Pour le moment il n'y a pas de chandelier de retournement, tant qu'on n'a pas franchi les 12 400, on va dire, tant qu'on n'a pas franchi les 12 400, c'est extrêmement compliqué d'envisager des achats. Donc éventuellement la seule chose que l'on puisse faire entre les statistiques et les banques centrales, c'est trader par exemple ce range, puisque regardez ici, nous avions une phase tendancielle, le nuage vient de twister ici, donc nous pouvons tracer un rectangle, paf, voilà, c'est fait, on va le mettre comme ça. Voilà. Et si éventuellement on a des chandeliers de retournement, des mèches basses, des marteaux, des étoiles du matin, des pénétrantes, des avalements ou je ne sais quoi ici, on peut éventuellement envisager d'acheter avec un stop pour aller chercher le niveau de Kijun à 12 298
et rebelote à 12 395. Mais alors attention, puisque ici il n'y a pas eu de soulèvement au-dessus du range, mais il faut quand même tenir compte du fait de la logique dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsque l'on est en haut, les prix vont en bas, lorsqu'ils sont en bas, ils vont en haut. Donc ils ont atteint le haut. Donc il n'est pas impossible qu'on ait un dépassement, on ait des mèches hautes ici et qu'on reparte dans le range pour aller chercher soit la Tenkan-sen, soit d'autres niveaux, à condition que le SP500 veuille bien donner le signal, sinon ça ne se fera pas. Donc j'ai pas un plan, là je le mets de côté un peu, le DAX, je n'ai pas spécialement envie de le trader, vu les circonstances. On peut aussi envisager, plutôt que de trader le range tel que je viens de l'expliquer, peut-être d'attendre un repli ici sur la droite de tendance avec la Kijun-sen qui s'entrelace dedans. Mais alors suivre une tendance haussière lorsqu'on a tapé la borne haute d'un range, c'est extrêmement dangereux. Vous voyez, regardez comme les chandeliers dessinent des chandeliers de retournement, ici, étoile du soir, doji, des soulèvements, étoiles, lorsque l'on tape sur la borne haute du range, ce qui nous indique qu'il fallait prendre les bénéfices. Trader une tendance haussière lorsqu'on a tapé la borne haute d'un range, c'est suicidaire, puisque le marché, les traders, eux, ils voient la tendance, ils sont obsédés par la tendance, mais le marché, il a tapé le haut de la borne haute du range, donc la probabilité de descendre est plus forte, donc je ne pense pas que ce soit extrêmement pertinent d'acheter ici. Moi je vais attendre de voir. Nous avons un plan, me semble-t-il, sur la UD-USD, sur l'USD-Yen, c'est déjà pas mal, on a 4 plans la semaine dernière qui ont tous atteint leurs objectifs, on est serein, on est tranquille, il n'y a pas d'urgence à trader. Voilà. Je vais voir si vous avez des questions. Alors, les questions. Alors, Rodolphe, c'est important de rappeler sur Turbo par exemple ou Varante, bref, je te dérange pas plus. Bon, mais c'est gentil, Rod, tu es venu à 10h, tu es parti à 10h03, mais c'est quand même vachement sympa. On est sur le support des 1,0618 en daily, comme sur la vague précédente. Alors, j'imagine que il doit s'agir de l'euro USD. Donc, on va regarder euro USD en M1. Donc, M1, j'imagine que c'est mensuel, ou n'y aurait-il pas un drapeau baissier? Si, nous sommes de toute façon, pas qu'en mensuel, nous sommes sur un drapeau baissier. AUD-USD, la cassure du range du haut est aussi une extension de SSB. Donc, si repli, ça confirme un bon signal de vente. Tout à fait, Jérôme. Concernant la clôture des chandeliers, me dit Gérard, faut-il l'attendre même en M5, c'est-à-dire en scalping, ou bien n'est-ce pas pertinent sur un time frame aussi petit? C'est toujours ultra pertinent et nécessaire. On ne peut pas deviner à l'avance comment vont clôturer les chandeliers. Donc ça, c'est une très bonne question. On va prendre, je ne sais pas quoi, moi, on va prendre alors M5, GBP, USD. On va prendre, voilà. Par exemple, prenons ce chandelier. Là, on est sur du M5. Bon, on va enlever l'Ishimoku. On va enlever l'Ishimoku pour ne pas se laisser influencer dans l'explication. Et on va tracer ici une résistance. Bon, je triche un peu. Allez, ici, la résistance. Mais supposons. Bon, ok, très bien. Les traders qui voient dépasser ici les prix au-delà de la résistance, s'ils ont placé un ordre conditionnel en se disant si ça casse ici, la probabilité d'aller chercher ici, ils ont fait une bonne analyse. Ils ont fait une bonne analyse. Sauf que s'ils n'attendent pas la clôture, ils ne savent pas si les prix vont casser ou si ça va se transformer en mèche. Donc si ça casse, c'est un probable signal d'achat, mais si ça se transforme en mèche haute, comme ceci, c'est-à-dire en soulèvement au-dessus de la résistance, ça se transforme en signal de vente. Donc notre signal d'achat se transforme en signal de vente et on perd le trade. Donc oui, il faut toujours attendre la clôture. Éventuellement, on peut les anticiper sur les unités de temps inférieures, telles que je l'explique dans la formation, mais avec des règles très précises. Euro, GBP, SVP. Concernant le risque reward de 1 pour 2, il est impossible à respecter en scalping, n'est-ce pas? C'est un petit peu difficile, effectivement, en scalping. Le scalping, c'est un petit peu, on va dire, c'est très différent. C'est un trading différent. C'est quelque chose de très différent. Et effectivement, c'est très difficile à respecter. Et c'est pour ça que pratiquement personne arrive à gagner de l'argent en faisant du scalping, à part quelques personnes qui, à force de travail acharné, y parviennent, mais c'est quand même très 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 difficile. Tu as raison.
Que penses-tu ou que pensez-vous, on peut me tutoyer, de l'association Eiken Hachi et Ishimoku? Je pense que c'est certainement bien, mais c'est tellement moins pertinent, moins puissant et moins bon que les chandeliers japonais que selon moi, ça n'a aucun intérêt. Les chandeliers japonais, ça demande du travail pour les apprendre, mais c'est tellement plus puissant, tellement plus parlant, tellement plus le reflet de l'action des prix ici et maintenant, de l'action de l'état psychologique des traders, et ça donne une information tellement plus rapide et anticipée que Ikenashi, que lorsqu'on maîtrise comme moi les chandeliers japonais, on ne peut pas utiliser Ikenashi. Mais beaucoup de gens le font et c'est pas mal, mais c'est moins bien que les chandeliers japonais. Que penses-tu de l'utilisation de trailing stop pour aider à tenir les positions gagnantes en réduisant le stress d'un retournement qui risque d'annuler les gains, voire de finir en perte? Oui, c'est pas mal. Alors moi, je préfère descendre mon stop, tu vois, sur Euro-USD par exemple. Admettons que je revienne sur Euro-USD, mon stop est là-haut, je préfère l'abaisser plutôt que d'utiliser un trailing stop parce que sinon le moindre bruit de marché va te sortir avec le trailing stop. Donc ça n'a pas ma préférence, mais pourquoi pas, hein, de toute façon, il n'y a pas de règle absolue. J'ai mes règles, mais il y a d'autres règles. Daniel nous dit, j'ai lu dans Steve Nisson que les chandeliers en dessous de M30 n'étaient pas trop fiables. Alors je suis étonné que tu aies lu ça, j'aimerais bien que tu me dises dans quelle page tu as lu ça, parce que moi j'ai lu le contraire. Je pense que Steve Nisson nous montre que les chandeliers japonais sont parfaitement pertinents dès le 1 minute, et selon moi les chandeliers japonais, de par mon longue expérience et leur utilisation, sont très pertinents sur toutes les unités de temps, donc même des graphiques de très court terme. Donc je voudrais bien que tu me dises dans quel chapitre, est-ce que ça, je crois que ça m'a échappé, j'ai pas vu ça, mais je me trompe sûrement. Gérard, pouvait-on anticiper le retournement baissier du DAX hier, une fois les 12 390? Oui, bien sûr, grâce au chandelier japonais. Donc encore une fois, nous allons aller voir notre DAX. Donc regarde, ici nous avons la borne haute du range. Regarde, déjà ici ça commence, on a un gros chandelier d'hésitation. Ici, nous avons un doji, un petit doji, qui nous indique qu'il est très fortement conseillé de prendre les bénéfices, puis pouf, nous avons un avalement qui crée une étoile du soir, ce qui nous permettait totalement de l'anticiper, plus l'augmentation des volumes TIC qu'on a en bas ici, tel que je l'explique dans ma formation. Bien sûr, les chandeliers japonais sur support résistance nous donnent des informations très fiables permettant d'anticiper ce qui va probablement se passer. Donc grâce au chandelier japonais, donc si tu ne veux pas le faire sur le H4, tu peux basculer par exemple sur du plus court terme, puisque j'ai compris que tu tradais à court terme. Et regarde, à court terme ici, nous avons une couverture en nuage noir, bon pas totalement, mais presque une couverture en nuage noir, plus cette magnifique étoile du soir sur borne haute qui nous donnait une indication cruciale, voire même, puisque, voilà, alors les chandeliers japonais sont-ils fiables sur les unités de temps très courtes? Ça répond en même temps à la question que me posait Daniel. En voici la preuve et la démonstration. Regardez cette magnifique étoile du soir, pile poil sur la résistance des 12 390, qui nous permet de comprendre et de constater que les chandeliers japonais sont extrêmement pertinents sur toutes les unités de temps. On peut même aller sur du 1 minute. Alors, on va aller regarder sur du 1 minute. Alors, attendez, il faut que je bloque la vue. Voilà, sur du 1 minute, regardez ça. C'est magique. Étoile du soir, paf, pouf, dégringolade. Alors les chandeliers japonais ne donnent pas d'objectif. Les objectifs, il faut les trouver avec Ishimoku. Ils ne donnent pas d'objectif, les chandeliers japonais. En voilà la démonstration comme quoi ça fonctionne sur toutes les unités de temps. Bonjour Patrick, faites-vous des formations en présentiel? Alors c'est peut-être toi Damien qui m'a posé la question par mail, et j'ai pas encore eu le temps de répondre. Lors de ton dernier plan d'axe, la distance Kijun-Tenkan n'était-elle pas trop grande? Visiblement non, puisque ce qu'il y a peut-être, mais en tout cas, on a attendu le repli, hein, on n'est pas parti bille en tête sur cassure, on a attendu le repli, souviens-toi, sur la Kijun-Sen, H1. Donc là, cet écart s'était peut-être réduit, je m'en souviens plus, mais ce qu'il faut prévaloir, c'est la logique. Hein, c'est la logique, si on casse ces niveaux, c'était forcément, enfin très probablement pour aller chercher le haut du range tel que je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est la logique qui prime sur le reste dans ce cas-là.
Donc Damien, non, je ne fais pas de formation en présentiel. Je peux le faire, mais j'y trouve pas l'intérêt, à part la convivialité. Ça te coûterait beaucoup plus cher, parce que pour t'apprendre Ishimoku, il faut au minimum 6 heures d'affilée. Donc 6 heures d'affilée, ben, je les facture pas le même prix que ce que je vends ma formation totale, complète, via Internet. Donc ce que font les gens en général, c'est qu'ils achètent cette formation totale, qui ne vaut que 295, qui a 100 pages à 4 heures et demie de vidéo, qui est très complète et qui plaît beaucoup. Et ensuite, s'il reste des questions, je peux faire répondre à ces questions via mon logiciel de conférence en ligne, et si ça te fait plaisir, en présentiel. Mais je te déconseille de dépenser 600 € pour faire une formation complète Ishimoku en présentiel, alors que tu peux en dépenser que la moitié pour obtenir quelque part plus d'informations. Et seulement à ce moment-là, s'il te reste des questions, je veux bien te recevoir avec plaisir dans mon bureau pour faire répondre à tes questions pour simplement une centaine d'euros. Donc tu vois, c'est quand même... Voilà. Mais si c'est toi qui m'as posé cette question sur mail, je t'y répondrai. Patrick, tu as indiqué avoir souscrit un abonnement chez IVT. Est-ce que cela en vaut la peine? Je serais intéressé d'y souscrire également. Désolé si la question est hors sujet. Je t'y répondrai en privé, mais oui, je pense que ça vaut la peine, tout à fait. Je pense que ça vaut la peine. C'est pas du tout de l'Ishimoku, hein, c'est très différent. Moi, je ne suis pas les lives, je n'ai pas regardé les lives, je ne regarde que les signaux que Rodolphe donne, pas ceux de Xavier non plus, qui sont sans doute très pertinents, mais auxquels je n'ai pas prêté attention. Et je ne m'intéresse qu'aux signaux intraday. On peut filtrer, il y a toute une série de signaux différents, et les signaux intraday que donne Rodolphe sont pertinents, et puis on peut suivre son portefeuille, et il a l'air d'être pas mal. Donc oui, je trouve que c'est pas mal, même si je trouve qu'il est toujours nettement préférable d'apprendre à trader tout seul, et que c'est vachement mieux d'apprendre à se démerder par soi-même. Que penses-tu des brokers market makers avec stop garantie? J'en pense que du bien, à condition que ça ne soit pas des chypriotes. Par exemple, IG, CMC, il y en a peut-être d'autres. Je pense que c'est très bien les stop garanties. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Je suis IG, chez IG, je n'ai pas les mêmes chandeliers. Oui, alors probablement Thierry sur le DAX, c'est parce que IG fait quelque chose que je n'aime pas du tout, c'est qu'ils font coter les indices toute la nuit. Voilà, ils font coter les indices toute la nuit, donc c'est du grand n'importe quoi. Donc même les lignes de l'Ishimoku sont fausses en intraday. Voilà, pour les indices. Ensuite, les chandeliers peuvent être différents en fonction de la clôture H4. Il y a des brokers qui sont alignés sur New York et d'autres sur Londres. C'est-à-dire qu'il y a des chandeliers H4 qui clôturent à 15 heures chez les uns et à 17 heures chez les autres. Donc c'est normal que ce soit différent, mais il n'y a aucun souci là-dessus, puisqu'il y a une masse de traders qui utilisent les deux créneaux horaires. Donc à partir du moment où il y a une masse de traders, ça fonctionne. J'ai une préférence notoire pour les chandeliers qui clôturent à 15 heures, comme chez FXCM. La stratégie consistant, me dit Gérard, à rentrer en position sur une double cassure Shiku Kijun. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, plus prix Kijun est-elle pertinente? Je ne la connais pas. Je ne la connais pas, cette stratégie. De toute façon, si c'est, alors non, ça me, alors ça dépend. Shikuspan est le reflet des prix, ok? Donc si ici nous avons une résistance, si les prix cassent une résistance horizontale, forcément, obligatoirement, par conséquent, Shikuspan casse aussi la résistance horizontale, puisqu'elle est le reflet des prix en clôture. Par contre, si nous avons une Kijun comme ça, admettons, qui est orientée, ce qui compte, c'est le plat. Donc le fait que Shikuspan casse un peu plus bas une Kijun orientée n'a aucun type d'intérêt. Salut Marc, ben, c'est pas grave, tu regarderas, si tu arrives à la bourre, tu regarderas sur YouTube. J'ai peut-être mal lu, c'est pour ça que je posais la question, dit Daniel, sur les chandeliers japonais. Peut-être c'est moi aussi, mais je pense que Nissan nous dit, comme je viens de le montrer, que les chandeliers japonais sont pertinents. Bonjour Patrick, très bonne analyse, comme d'habitude, toujours intéressante. Merci beaucoup. C'est très compliqué, me dit Thierry, mais je ne sais plus sur quoi. Je suis chez FXM, me dit Jérôme, je n'ai pas les mêmes chandeliers. Alors là, ça, non, c'est pas normal. Différence, mini et compte normal. Ah oui, alors les comptes mini, c'est du market maker. J'adhère pas aux comptes mini. Mais je dois rien dire parce que les brokers, il faut y faire attention. Dès qu'on dit quelque chose, on se fait taper sur les doigts après. Je n'aime pas les comptes mini, mais j'ai peut-être tort. Je préfère les comptes no dealing desk. C'est peut-être pour ça que tu n'es pas les mêmes chandeliers. Enfin, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Il faut que tu regardes sur le spot pour voir si les prix correspondent bien au prix du marché. Il faut toujours prendre la clôture, tout à fait Thierry.
Bon, ben écoutez, merci de votre présence. Je crois avoir répondu à toutes les questions. C'est très très sympa encore que d'avoir suivi cette revue de marché. Donc si je résume, Euro-USD, nous en avons parlé. AUD-USD, nous en avons parlé. J'attends le repli ici sur la Kijun H4 et sur la droite de tendance. USD-Yen, j'attends que ça vienne taper le bas du range ici pour éventuellement acheter si j'ai des chandeliers de retournement, pas avant, au minimum sur le H1. Et DAX, je suis plutôt, je pense qu'il faut plutôt attendre pour les raisons que j'ai expliquées. Et il y a aussi le NZD Yen, voilà, que j'ai expliqué ici sur la Kijun, et l'Euro Yen à tenir, à ne pas oublier sans doute pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous appréciez ces revues de marché, que vous êtes sur Twitter, merci de retweeter quand je les mets en ligne, ça me fait connaître mon travail et puis ça m'est utile. Merci aussi de participer sur le forum si vous le souhaitez. Posez des questions, je réponds sur le forum et on est nombreux à répondre sur le forum. Vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube et puis m'aider à faire connaître ce travail et cette passion pour l'Ishimoku. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt et encore merci pour votre présence. C'est vraiment très 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 sympa. À bientôt, bye bye.